Excellente nouvelle, ça y est, c'est sûr, le monde va changer. Cette crise sans précédent nous a ouvert les yeux et nos dirigeants se sont remis en question. Rien ne sera jamais plus comme avant. Nous sommes sauvés. Depuis notre dernier coup de gueule, les choses ont bien changé. La pandémie nous a échappé et nous comptons nos morts par milliers. Nous vous avions dit à quel point le capitalisme mondialisé, par la destruction des écosystèmes, par les flux hyper tendus de marchandises et de personnes, y était pour quelque chose, à quel point notre civilisation était en cause. Aujourd'hui, nous savons aussi que la gestion de cette crise a été pour le moins lamentable, que les mesures ont tardé à être prises, que les moyens étaient et restent insuffisants, qu'il aurait fallu des millions de masques, d'équipements, des tests massifs dès la première heure. Bref. Cette crise du Covid-19 nous montre encore en ce moment même à quel point nous sommes dépossédés de nos vies, complètement dépendants de forces qui nous dépassent, d'événements que nous n'avons pas faits, que d'autres ont fait contre nous, comme dirait Guy Debord. Nous attendons, réclamons, espérons. Nous sommes empoîcrés dans cette pâte gluante qui est partout et nulle part à la fois, qui remplit chaque coin de notre espace matériel, immatériel, si omniprésente qu'elle en devient invisible. Cette substance appelée capitalisme, c'est la civilisation moderne. L'habitude est une seconde nature, dit un sage Tunisien. Oui, nous nous y sommes habitués dès la naissance, c'est notre norme. La norme, c'est ce qui s'est imposé par le temps, c'est l'état habituel des choses. Mais la vogue du monde est bouleversée. En fait, la normalité qui tend à fixer un monde en perpétuel mouvement est fondamentalement violente. Et un tel paradigme ne promet qu'une seule issue, la rupture. Quand la mécanique infernale s'arrête un temps, on sent combien les rythmes biologiques n'étaient pas respectés, à quel point notre société industrielle exploite la biosphère dans son ensemble. Si cette situation hors du temps aura fait revenir les dauphins dans le port de Cagliari, elle aura aussi permis à certains d'entre nous de retrouver un rythme plus humain, des liens familiaux, l'amour de leurs enfants, ou un peu de temps pour soi. Rien ne bouge plus. Certaines prises de conscience forcées permettent toutefois de recouvrir la puissance de rêver, de se dire que les vrais mondes sont les mondes lents, non contraints par les échéances, par les timings, par les horaires, par la productivité, par l'autorité, par l'exigence, par les structures, les rendements, par les nombres. Toutes ces coercitions abstraites, ces inhumanités, ces petits écocides. On a remplacé une prise d'otage par une autre, sauf que l'actuel nous a rendu le temps. Quand même, on est mieux chez soi que dans ce boulot de merde, diront certains. Mais ne romantisons pas trop ce confinement. La réjouissance d'être chez soi en sécurité, avec parfois un revenu assuré, est déjà un privilège et il faut pouvoir le dire. Le confinement a aussi exacerbé des réalités glacées, celles de la pauvreté, de la promiscuité, des violences intrafamiliales, l'incapacité de fuir de son foyer d'enfer. Certaines subissent encore plus fort les coups de leurs conjoints, d'autres sont entassées à 8 dans un HLM, quand d'autres encore, n'ont même pas de toit au-dessus de leur tête. Il y a une impunité policière dans les quartiers populaires, tout cela nous le savions. Maintenant, nous le voyons. Ce ne sont plus des abstractions. Nous aurons vu aussi ces images de personnes qui envahissent les supermarchés et dont les attitudes trahissent leur sentiment d'insécurité. Mais si tout cela semble irrationnel et égoïste, essayons de comprendre. Il y a évidemment des réflexes psychologiques et sociaux, mais aussi des raisons structurelles et politiques à ces comportements. On se sait tous dépendants d'un système d'approvisionnement, lui-même dépendant des États et des marchés financiers. On est bombardé d'informations parfois contradictoires. Les gouvernements nous disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, puis la télé nous passe en boucle des images plus affolantes les unes que les autres. Beaucoup de gens ne croient plus au pouvoir providentiel et sont insécurisés. Ils doutent de la compétence des décideurs pour pallier la crise et préfèrent compter sur eux-mêmes, la jouer sauf qui peut. Et franchement, il y a de quoi ne plus croire en la résilience de nos systèmes de solidarité parce qu'ils ont été sabotés. Au fond, ils n'ont pas tort, non pas de piller les supermarchés, mais de ressentir cette insécurité. Une insécurité qui ne risque malheureusement pas d'être apaisée par la gestion de crise désastreuse des gouvernements. Saga des masques en Belgique, mensonges et commandes de mauvais respirateurs en France. En fait, un seul mot d'ordre, manquer de masques, masquer les manques. Il y aura autant de leçons à tirer que de comptes à régler après cette crise sans précédent. Souvenez-vous, Macron avait déclaré « Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. » La chasse au pipeau! Mais entend-il la même chose que nous? Non. Non, c'est clair. Macron n'est pas raison, il est gestion. Il ne reverra jamais son projet, il avait déjà annoncé aux Gilets jaunes qu'il ne changerait pas de cap. En fait, il est à lui tout seul un cap. Avant même d'avoir été élu,
L'enfant prodige de Rothschild et Attali sentait déjà le soufre. Et jusqu'ici, tout ce que ses opposants du monde civil et 2 ans de mouvements sociaux ont récolté, c'est le mépris et la violence. Au mieux, il a essayé d'en enfumer certains en cherchant à nous diviser, mais rien n'a été obtenu. Obéis. Non, il ne changera pas. Et puis de toute façon, on va pas passer notre vie à le supplier non plus, c'est pas le Père Noël, Macron. On vaut mieux que ça. Non. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il ait déjà préparé la suite. Si le roi, quand il s'adresse au peuple, ne se gâche pas la bouche en expliquant concrètement ce qu'il compte faire, préférant se répandre dans des discours mielleux, vaguement poétiques et faussement rassembleurs, eh bien ses sbires se sont déjà salis les mains en expliquant les dispositions qui ont été prises. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé conjointement avec le MEDEF leur souhait de vous faire travailler plus au nom de la relance économique. L'organisation patronale, ou club des super méchants, a aussi réclamé un moratoire de 6 mois sur les lois environnementales, alors que nous sommes déjà confrontés tous les jours aux désastres industriels sur les écosystèmes, ici ou ailleurs. Donc vous qui avez déjà bien été lésés par cette crise, c'est vous aussi qui allez devoir payer pour la compenser. La levée du confinement le 11 mai, la réouverture des écoles, tout ça, c'est pas pour la douceur du parfum de la liberté. Bah oui, faut s'en remettre à bosser maintenant, c'est fini les vacances, bande de feignasses. Vous pensez un peu à mes premiers de cordée? Allez, on arrête de faire joujou avec les respirateurs là et on se remet au boulot. Tiens, au fait, ce n'est pas non plus un hasard si la rhétorique de Macron dans son discours de la mi-mars était si belliqueuse. Nous sommes en guerre, avait-il répété. Une phrase choc qui aura marqué les esprits et qui procède de ce que l'intellectuelle canadienne Naomi Klein a théorisé dans son livre La stratégie du choc. L'intérêt de cette stratégie rhétorique est de préparer un terrain propice à des décisions difficiles à faire passer. Elle a d'ailleurs été employée à plusieurs reprises par le passé pour faciliter des politiques ultralibérales issues de la doctrine de l'école de Chicago, profitant de la perte de repères et du choc psychologique de la population pour lui faire accepter n'importe quoi. C'est plus facile de nous faire avaler la pilule de l'austérité si l'on nous a martelé pendant des semaines que nous sommes en guerre. Profitant du trouble occasionné par la crise, du désarroi des jarrois, du fait que l'attention soit focalisée sur autre chose, Macron n'a pas hésité, déjà d'ailleurs, à revenir sur certains acquis sociaux et à s'attaquer par exemple au droit du travail ou à la semaine des 35 heures. Il en va de même pour la mise en application de nouvelles technologies qui, demain, nous rendront plus faciles à tracer, à surveiller, voire même à réprimer. Pour que nous acceptions de rogner sur notre droit à la vie privée, il faut soit nous rendre l'expérience amusante ou pratique, comme c'est déjà le cas avec quantité d'applications qui revendent nos données aux annonceurs, ou alors il faut nous convaincre que c'est pour notre sécurité, comme cela pourrait être le cas avec les applications de traçage type Stop Covid, les bracelets intelligents pour faire respecter les mesures de distanciation, ou encore ces drones qui survolent nos villes pour nous livrer des injonctions ou nous filmer. Toutes ces technologies qui nous dessinent un monde plus connecté, plus surveillé, avec des peuples plus contrôlés. Cette crise aura aussi été l'occasion d'expérimenter un peu plus une société sans cash, donc plus contrôlée, mais aussi d'organiser le télétravail, rendant la frontière bureau-privé, foyer-professionnel encore un peu plus poreuse. En Belgique, l'entreprise de télécom Proximus, dont l'État belge est actionnaire à plus de 50%, a même tranquillement tenté de déployer la 5G dans de nombreuses communes, sans aucun débat démocratique, en méprisant tout principe de précaution et sans la moindre expertise scientifique complète. De nombreuses communes ont d'ailleurs exigé que ce déploiement soit suspendu. On vous dit que vous êtes en démocratie et puis on vous impose des technologies superflues, alors que tout nous rappelle aujourd'hui à l'urgence d'un monde plus sobre, plus frugal et décroissant. Face à tous ces murs, à l'actualité mais aussi à l'histoire qui laisse de plus en plus s'envoler la perspective d'un après-Covid sur fond de remise en question, de prise de conscience et de résilience, que voulons-nous? Et par quels moyens? Que fait-on? Résistance ou providence? Barricade ou jérémiade? Bien sûr, ces choix et ces enjeux sont très loin d'être aussi simples, mais force est de constater maintenant qu'il nous faut poser certaines questions, qu'il nous faut tracer des trajectoires, élaborer des stratégies et se donner les moyens d'y arriver. Si dans la mythologie chrétienne il a fallu à un Dieu tout-puissant 7 jours pour faire le monde, ce ne sera pas en un grand soir que nous le bouleverserons pour un meilleur dessein. Aussi, il ne se bouleversera pas non plus lui-même, tant les coercitions et rapports de domination qui le régissent sont forts. Et c'est sans doute sur ce rapport de force qu'il faut miser pour déterminer nos choix. Alors certains se demanderont peut-être, mais quel est le rapport avec l'écologie? C'est peut-être l'occasion aussi de redéfinir ce qu'est pour nous l'écologie. En ce qui nous concerne, ce n'est pas juste un hobby qui se partage entre la marche pour le climat et le zéro déchet. Non, l'écologie c'est un rapport sensible au monde, une défense solidaire du vivant dans son ensemble, et donc y compris des humains, contre tous les systèmes d'oppression, de destruction et de domination.
L'écologie, elle est aussi sociale et politique. Dès lors, par exemple, qu'une multinationale veut ouvrir une mine à côté de votre village ou que votre électricité provient du nucléaire. Elle implique des choix de société. Et puis, il y a l'enjeu démocratique. Comment manifester pour le climat en dictature? On ne peut pas fermer les yeux quand le piège autoritaire s'ouvre. Comment lutter si nos ennemis se renforcent? L'actualité nous montre douloureusement qu'une société plus axée sur l'autorité, où la police a plus d'autonomie, de pouvoir, plus de protection de la part de sa hiérarchie, met en péril la contestation politique, mais peut aussi conduire à des drames. À tous ceux qui fantasment des régimes autoritaires, intéressez-vous aux conséquences concrètes plutôt qu'aux vues de l'esprit. Nous tenons à témoigner notre solidarité aux victimes de ces violences et bavures teintées de racisme systémique, en espérant que la justice éclaire les circonstances de la mort d'Adil, le 10 avril dernier à Bruxelles, ainsi que cet accident de moto survenu à Villeneuve-la-Garenne. Aujourd'hui et depuis plusieurs jours, les quartiers populaires s'embrasent. On ne peut pas s'indigner des violences policières que quand elles nous touchent, nous. On ne peut pas détourner le regard quand les populations pauvres et racisées les subissent. Quand on lutte pour l'écologie et qu'on a fait son examen, on se rend compte qu'on lutte aussi en fait contre des systèmes d'oppression racistes ou patriarcaux, contre l'exploitation et la colonisation des peuples et du monde, contre les inégalités, contre des doctrines libérales qui détruisent les services publics et le vivant dans son ensemble. Profitons de ce coup de gueule pour saluer les personnes en première ligne de cette crise sanitaire, ces femmes majoritairement et ces hommes dans le milieu hospitalier qui tiennent la caisse et remplissent les rayons des supermarchés, les manutentionnaires, les travailleurs précaires et les petites mains invisibles, tous ceux qui étaient méprisés jusqu'ici par les puissants. On a dit de ces gens qu'ils n'étaient rien, mais en fait, ils sont tout. Quand ils étaient dans la rue, ils semblaient des barbares, ils étaient des sauveurs. À l'heure actuelle, certaines tendances ont montré une diminution de la propagation du virus, en Belgique notamment, c'est une bonne nouvelle, mais on n'est clairement pas tiré d'affaire, surtout quand on voit ce qui peut se profiler après la crise. Donc, prenons le temps de cogiter à tout cela. Pour notre part, c'est clair, ce sera vigilance plutôt qu'indifférence, culture de résistance plutôt que providence, réflexion politique plutôt que peur panique, nouveaux imaginaires plutôt qu'idéaux autoritaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau coup de gueule. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir tous les autres contenus qu'on produit parce qu'on en fait des assez différents. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil dans la description, il y a plein de choses à y découvrir. Et puis à nous aider peut-être sur Tipeee pour produire nos prochaines vidéos. Excellente journée, soirée ou nuit à tous. Ciao. Il fait une chaleur incroyable.